bien, salut tout le monde, et bienvenue sur cette toute nouvelle expérience vidéoludique, si je puis dire, sur ma chaîne. Cette toute nouvelle chronique week-end qui portera cette fois-ci sur l'un des plus grands festivals des années 60. Plus précisément, 1969. Prévu à la base pour accueillir une fourchette de 50 000 à 200 000 personnes, le festival qui se déroule à Bethel, à quelques 60 km de New York, verra arriver 500 000 personnes sur toute la durée du festival. Et selon certaines estimations, le festival accueillera bien plus que 500 000 personnes. Mais bon, vous savez ce que c'est, les estimations entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais que s'est-il passé ? Comment un festival qui prévoyait à la base d'accueillir seulement 50 000 personnes finira avec plus de 500 000 personnes ? Comment ont-ils pu gérer tout ce beau monde ? Quels artistes y ont joué ? Aujourd'hui, je répondrai à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et si, petit malin que vous êtes, vous avez lu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du festival de Woodstock. Bon, je pense que vous avez dû vous en douter depuis un bon bout de temps. Bon, commençons depuis le début, ce qui me semble logique. À la base, le festival n'aurait jamais eu lieu sans cet homme, Michael Lang, qui à l'époque était un producteur à la recherche de bonnes affaires. Michael Lang a déjà du vécu car il réunira 100 000 personnes lors d'un festival à Miami, le Miami Pop Festival. Et voulant recréer un événement de cette ampleur dans l'état de New York, il recevra plusieurs propositions, dont une à Wallkill, ou le mur tueur, à seulement 50 km au sud de Woodstock, soit 110 km de New York. Bon, j'ai pas vérifié, j'ai fait ça de tête. Bien sûr, les habitants de cette bourgade refusèrent ce festival, et celui-ci se fera donc à Woodstock, à quelques kilomètres de New York. Mais bon, Michael ne sera pas seul. Avant de lancer cette idée, qui est Woodstock, il achètera son propre studio Media Sound, et il sera aidé alors par son acolyte chanteur et parolier Artie Kornfeld, vice-président du label Capitol Records. John Roberts et Joel Rosenman les suivra suite à l'annonce que Michael a passée au Wall Street Journal. Tout ce beau petit monde installeront leur matériel dans le champ appartenant au fermier Max Yasgur, qui leur louera pas moins de 243 hectares. Le changement tardif du lieu n'a pas donné aux organisateurs du festival assez de temps pour se préparer. Lors d'une réunion, 3 jours avant l'événement, les organisateurs ont estimé qu'ils avaient 2 options. L'un était de placer l'argent dans tout ce qui est clôture, stand et billetterie, et l'autre option consistait à mettre leur argent restant dans la construction de la scène, sans laquelle les promoteurs craignaient qu'ils auraient un public déçu et mécontent. Et ils prirent le choix le plus judicieux, vous avez bien deviné. C'est bel et bien les stands, les clôtures et la billetterie. Mais bon, disons qu'à l'arrivée massive des personnes au festival, les promoteurs se sont peut-être dit « Eh les mecs, faudrait peut-être mettre une scène. On en a déjà une. Oui, je comprends bien. Mais vu le nombre de personnes présentes, il faudrait en faire une plus grosse. Comment ça ? Regarde par la fenêtre. » Bref, suite à la campagne publicitaire servant à promouvoir le festival dans l'état de New York, Avec une fameuse pub disant 3 jours de paix, de musique, des centaines d'hectares à parcourir, promène-toi pendant 3 jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge. Fais voler un cerf-volant, fais-toi bronzer, cuisine toi-même tes repas et respire de l'air pur. oui, on est en 1969 quand même. Bref, on y est, tout commence à être installé. La première matinée, celle du vendredi, s'annonce bien. Les personnes arrivèrent petit à petit, mais bon, ça commence à se corser durant le reste de la journée. Des dizaines de personnes qui arrivaient au festival se transformera en centaines de personnes pour finir en milliers de personnes qui affluèrent, ce qui évidemment créa un immense embouteillage. Et là, bonne chance pour te garer. Pas facile de se garer, oui, mais pas que pour les spectateurs. Certains artistes se sont même retrouvés dans cet immense embouteillage. Bon, heureusement que c'était pas Michael Douglas, comprendront ceux qui comprendront. Et certains artistes furent même amenés et évacués par hélicoptère. Vive l'armée. L'armée qui, elle, se chargera des premiers soins avec un apport majeur en eau, nourriture, médicaments. Elle sera soutenue par le Hog Farm, une communauté hippie qui s'occupait surtout de la restauration et de la sécurité. Des hippies à la sécurité ? Bah pourquoi pas des Hells Angels pendant que... Ah, d'accord. C'est après un premier jour de concert bien mouvementé entre les barrières tombées et la pluie qui tombe. En fin d'après-midi, les organisateurs décidèrent alors de rendre l'accès au festival libre. Et le lendemain, le gouverneur de New York déclara même la zone comme étant sinistrée. Par la suite, ni la pluie ni la boue semblent arrêter le festival. Je dirais même plus que cela permit à certains de se distraire. Mais bon, la météo n'a pas fait que des heureux. Et oui, il faut dire que la scène ne protégeait pas très bien le matériel et certains amplis ont eu des problèmes. Et en parlant de problèmes, je vous parlerai pas des ennuis du type sanitaire et des accumulations de déchets et des toilettes qui s'avèrent être inutiles. Le troisième et dernier jour de festival, le dimanche, après un passage du talentueux Joe Cocker, un orage perturbera les instruments durant plusieurs heures, à peu près 3. Et le festival se clôturera avec Jimi Hendrix qui jouera 2 heures et finira à 11h10, le lundi 18.
Bon, maintenant un peu plus de précision. Il faut savoir qu'avec tous les dégâts et les problèmes occasionnés, le festival n'a pas rapporté d'argent. Il est devenu rentable grâce à tous les enregistrements qui y ont été faits. En effet, imaginez-vous qu'après 3 jours de pluie, de soleil, de déchets et de merde, de danse, de glissade dans la boue, et j'en passe, le terrain n'est plus très frais. Et après avoir subi une plainte, les producteurs ont dû payer la coquette somme de 70 000 $. Ah, et aussi 80 autres poursuites de la part des agriculteurs du coin. Bon, maintenant c'est le moment que vous attendez tous. Après avoir parlé du festival, parlons des musiciens. Commençons par la journée du vendredi. Richie Even ouvrit le festival de 18h à 19h, suivi de Swami Satchidananda, qui sur une dizaine de minutes prononcera le discours d'ouverture. Après le discours, Sweetwater jouera, suivi de Bert Sommer puis Tim Hardy, suivi de Ravi Shankar qui jouera Sous la pluie, Mélanie puis Arlo Guthrie et finira avec John Baez qui était alors enceinte de 6 mois. Ouais, je vais faire la liste, hein, parce que si je devais parler de toutes les personnes qui étaient présentes au festival, autant faire un documentaire à ce niveau-là. Le lendemain, Kill démarra la seconde journée à midi, puis Country Joe McDonald, et non je ne fais pas de pub, suivi de 45 minutes de Santana, puis 25 minutes de John Sebastian, puis Keith Hartley Band, suivi de The Incredible Thistle Band, puis Caned Heat et Mountain, et Get Full Dead qui auront des problèmes d'ampli. Se suivra Creedence Clearwater Revival qui ont un nom de jeu vidéo, vers 2h du matin Janis Joplin et Cosmic Blues Band joueront une heure. Suivi de Sly and the Family Stone, et la journée se finira avec The Who et Jefferson Airplane, qui pour ces derniers sont accompagnés de Jeff Beck Group et du joueur de piano Nick Hopkins. Pour la dernière journée, Joe Cocker et The Grace Band débuteront cette dernière journée. Oui, je me répète. Suivi de Country Joe and the Fish, puis 10 Years After, qui est un nom terrible. Suivi de The Band, terrible. Puis Johnny Winter, qui n'a aucun lien de parenté avec Jon Snow. Pourquoi je m'énerve, moi ? Et pour finir, Blood, Sweat and Tears, Cosby, Still, Nash and Young avec Neil Young, puis Shanana, qui n'est pas le début du générique d'Interville. Et pour finir, Jimi Hendrix, qui sera le mieux payé de tous les artistes. Pouf, ça en fait du monde. Bon, maintenant, il est temps de passer aux anecdotes. Et croyez-moi, il y en a pas mal. Plusieurs autres artistes étaient censés y participer. Des artistes comme les Rolling Stones, qui ont refusé le cachet, je suppose, les Doors, mais là c'est parce que Morrison était en plein procès, et Bob Dylan était la tête d'affiche de ce festival, mais intelligent qu'il est, il a préféré se barrer et faire d'autres concerts ailleurs. Et même Led Zeppelin aurait dû y participer, mais disons que leur manager et leur producteur étaient un petit peu cons, quoi. Ouais, tout à fait. Et pour finir, il y eut 3 morts. Overdose, appendicite et accident de tracteur. Ah, aussi, il y eut 2 naissances et 4 fausses couches. Enfin bref, malgré tous ces pépins et ces accumulations de problèmes, pourquoi le festival est-il devenu aussi mythique ? Premièrement, pour ces artistes. Et oui, vous vous doutez bien qu'un festival comme Woodstock aujourd'hui serait complètement inconcevable. Alors, c'est pas Kenji Girac et Black M qui feront autant de remue-ménage. Secondement, la période et la situation de festival. Le festival se déroule en 1969, en pleine période de Y'en a marre. Faut bien imaginer qu'il y a la guerre du Vietnam à côté. Et surtout, il se situe en pleine période du Flower Power. Sexe, drogue, rock, vous voyez le genre. Troisièmement, l'entrée gratuite. Ah, j'ai rien à dire, hein. Ça suffit largement. Quatrièmement, le pacifisme. Oui bon, je vais vous faire le bon vieux cliché, hippie égale amour, et je ne sais pas s'il y a eu des bagarres durant le festival, mais même selon le propriétaire du champ qui craignait des pillages, des bagarres et autres catastrophes, il n'y eut rien. Et oui, les spectateurs semblaient être en harmonie, partageant leur vivre, leur toit de fortune, et partageant leur amour de la musique et de l'art. Ils ont même créé leur propre église entre une glissade dans la boue et une baignade à poil. Vous imaginez quoi ? Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce grand festival qui est Woodstock. Mais comme je ne suis pas méchant, et avant de vous abandonner, je veux vous conseiller de voir le film et surtout le concert qui nous montre, pas tous les artistes certes, mais quelques-unes des plus belles performances. Et en parlant de performances, voici mes 3 préférés. En numéro 3, Santana et Richie Evans. Oui, alors là il y en a 2, mais j'ai du mal à les départager entre folie et improvisation, sueur et intensité musicale. Ces 2 performances méritent pour moi la 3ème place. En numéro 2, Janis Joplin. Et là, j'ai pas su quoi dire à propos de sa performance. Car c'est Janis Joplin, c'est déjà assez spécial à écouter, hein. Faut aimer cette voix enraillée, hein. Y a pas d'autre mot. Mais moi j'ai énormément apprécié sa performance et ce qu'elle a fait durant son bref passage. Et en numéro 1, Jefferson Airplanes. Alors oui, je vous arrête tout de suite, ceux qui attendaient à voir du Joe Cocker ou du Jimi Hendrix, du Neil Young ou autre, j'adore Jefferson Airplanes. J'adore les autres, mais j'adore plus Jefferson Airplanes que les autres. Donc voilà, c'est un peu mon avis aussi. Bon, après j'ai pas masse d'arguments, mais je vous conseille simplement d'aller voir leur performance. Et je vous conseille aussi d'aller voir les autres, car même si vous n'aimez pas trop leur musique, ça vaut quand même le coup. APS, ceux qui adorent White Rabbit de Jefferson Airplanes, je vous conseille vivement d'aller voir le remix de Paul Kalkbrenner sur l'album 7, Feed Your Hand, qui vaut vraiment le coup.